Bonsoir, bienvenue à tous, merci d'être là, de nous soutenir dans les moments difficiles au niveau logistique. Nous avons le plaisir pour cette seconde conférence de la série Philosophie chinoise 2018 de recevoir le professeur Andreas Theel, qui nous vient pas de loin mais quand même de l'université de Liège. Alors Andreas Theel a obtenu son doctorat à l'université de Düsseldorf. Au cours de ses recherches, il a été pendant 3 ans, si je ne m'abuse, 4 ans 1 an et demi. 1 an et demi, d'accord. 1 an et demi au Eastern Institute à Tokyo, à l'université de Tsukuba. Et il est aujourd'hui en charge d'un programme de master qui se spécialise sur le Japon et la Chine à l'université de Liège. Il enseigne également la langue japonaise à l'université de Mons. Dans ses enseignements, Andreas Theel se porte sur la pensée et les croyances en Asie orientale. Il est également l'une des rares personnes à enseigner le chinois classique en Belgique francophone. Et parmi ses publications les plus récentes, je mentionnerai un article qui est actuellement sous presse et qui parle de Oscar Wilde et du japonisme, ainsi que récemment également un ouvrage trilingue, c'était bien ça, oui. donc français, japonais et allemand, sur une écrivaine japonaise dont le nom m'échappe. Tawada Yoko, qui habite à Berlin et qui écrit en allemand et en japonais. Et nos étudiants ont traduit les parties en français maintenant, et voilà. Voilà. Donc, sans plus tarder, je lui cède la parole donc, pour cette conférence intitulée « Réception de la pensée taoïste dans le Japon féodal ». Oui, merci Raphaël, merci à toute l'équipe de m'avoir invité. Comme vous avez constaté, on a quelques problèmes techniques, c'est-à-dire également l'écriture n'est plus aussi droite qu'elle devrait être, mais on va faire avec. Ici, nous allons nous situer à cheval entre 2 civilisations, la civilisation chinoise, la civilisation japonaise. De par mon parcours, je suis philosophe de formation, donc pas véritablement sinologue ou japanologue. Je suis toujours entre les 2 domaines parce que je trouve ça fascinant et mes recherches portent beaucoup sur l'influence de la pensée chinoise et en Asie orientale, notamment au Japon, et dans le domaine de la littérature comparée, Hikaku Shiso, qui avait été instauré ou rendu très connu au Japon par le feu professeur Nakamura Hajime, qui avait fondé le Eastern Institute à Tokyo. Donc la conférence de ce soir va être aussi un petit peu à cheval. Et avant de commencer, je voulais juste voir parmi le public qui est plus intéressé et informé du domaine Chine et qui l'est plus pour le Japon. Donc pour le Chine, qui vient plutôt parce qu'il s'agit d'un cours dans le cadre Chine. OK. Et qui a des connaissances ou un intérêt, éventuellement des étudiants qui font le japonais ici à l'ULB? Oui, vous ne devrez pas avoir honte. Donc, je donne un certain nombre de cours sur la civilisation japonaise à Liège, principalement. Donc, je vais alors essayer de voir en fonction de vos intérêts. J'avais prévu normalement 3 parties, chaque partie de 40 minutes, comme c'était 2 heures de temps qu'on avait normalement prévu, mais je vais raccourcir un petit peu. Probablement surtout la 3e partie, et donc vous présenter en première partie une petite histoire de la grande harmonie. Vous allez voir de quoi il s'agit, et les pensées et religions durant le Bakufu, c'est-à-dire l'époque féodale au Japon. Donc je suppose que vos connaissances sur le Japon sont existantes, mais pas encore si développées. Je compte donc d'abord vous présenter une approche comparer de l'histoire de la Chine avec celle du Japon en insistant particulièrement sur le Japon. Mais après chaque, je dirais, petit chapitre ou chaque sujet, je vais voir si vous avez éventuellement des questions. Donc vous pouvez les poser directement
dans le courant de cette présentation. Deuxième partie, Zen et pensée taoïste. Là, nous allons nous rapprocher de la philosophie. Et un cas d'étude, Ikkyu et le taoïsme, poésie, Cha-no-yu et peinture. Ikkyu, probablement mal connu ou peu connu parmi vous, c'est un écrivain, poète, moine zen de l'époque Muromachi. Nous allons donc découvrir ensemble certains de ces aspects. Et la troisième partie, vous donnez des références bibliographiques sur lesquelles je ne vais pas trop insister pour ne pas trop rendre la présentation trop scolaire. Et bien sûr, questions, réponses et discussions. Donc, la petite histoire de la grande harmonie. Oui, oui. D'accord. Oh. D'accord, ok, parfait. Donc, grande harmonie, c'est le nom que les Japonais se sont donné eux-mêmes, c'est-à-dire grande harmonie, comme vous voyez le caractère en haut. Et le Japon, ou l'histoire du Japon, on va faire un petit survol, peut se distinguer entre 4 périodes. La première période, c'est la période préhistorique. Comme vous savez, les Japonais n'avaient pas d'écriture et ont donc introduit l'écriture chinoise à partir du 3e, 4e siècle de notre ère. Et la première période, je n'en parle quasiment jamais, c'est peu intéressant, je trouve, parce que je ne suis ni archéologue, ni quelqu'un qui s'intéresse au temps du fondement mystique de l'Empire. La deuxième période voit les premières influences de la Chine, notamment donc les contacts avec ou à partir de la dynastie des Han, mais surtout ici des Wei, qui mentionne dans les chroniques de Wei pour la première fois donc ce pays qu'on trouve là où le soleil se lève, et la création donc du nom Japon avait été faite à partir de cette époque-là. C'est une période 300 à 710 où le Japon commence à s'unifier et va devenir donc une unité politique avec en tête un empereur. Et tout s'organise autour d'une cour centralisée. Donc on pourrait nommer cette deuxième période ici aussi l'époque de la cour ou de la noblesse de la cour. Et deux autres périodes de 710 à 794, c'est l'époque Nara, la capitale va être à Nara, et 794 à 1185, l'époque de Heian, grande période de l'écriture japonaise. Durant cette deuxième période, le Japon va trouver donc une certaine identité, va commencer à maîtriser les techniques et le savoir de la Chine, notamment l'écriture, mais également les techniques de l'administration, influence des courants de pensée comme le confucianisme, le bouddhisme. Mais le Japon va également, après une première introduction ou vague d'influence chinoise qui se situe à l'époque Yamato, va commencer à se libérer de cette influence étrangère et développer une propre identité, ce qui était assez difficile parce que les Japonais n'avaient pas de livre fondateur ou une religion, un courant de pensée autochtone. Donc on a dû créer de toutes pièces une conception religieuse qu'on a appelée rétrospectivement le shintoïsme. C'est un petit peu comme le taoïsme qui avait trouvé le nom seulement aussi rétrospectivement et dont les premiers penseurs dans la Chine ancienne n'avaient pas encore une conception plus ou moins unifiée comme cela avait été fait par la suite pour opposer ou compléter le confucianisme par les courants de pensée extérieurs. Donc cette deuxième période de l'histoire du Japon va également être importante parce que les contacts se sont intensifiés, parce que le bouddhisme va être introduit, le confucianisme également, mais certains courants de pensée actuels ou de courants religieux comme la secte du Chan, qui fleurit à l'époque des Tang, va pas encore être introduit, même si c'était présenté
à la cour impériale du Japon, il n'y avait aucun intérêt. Et aujourd'hui, on va voir un petit peu dans le cadre de l'histoire pourquoi ces relations vont se développer et quelle est la raison pour cette, on pourrait dire, influence taoïste ou on pourrait dire le développement du taoïsme, bouddhisme, d'abord en Chine sous le nom de Chan, et pourquoi sous le nom de Zen, il trouve autant d'intérêt et d'importance par la suite. La période qui va nous intéresser aujourd'hui particulièrement, c'est la troisième, c'est-à-dire l'époque féodale, qu'on peut nommer aussi le Bakufu. C'est une période fin du XIIe siècle jusqu'à presque le milieu ou fin du XIXe siècle, durant laquelle le Japon va d'abord avoir une période de guerre civile très importante. L'influence chinoise va reculer ou seulement se manifester justement dans l'influence des conceptions naturalistes taoïstes et liées au bouddhisme Chan. Et par la suite, alors, à partir de 1603, l'époque Edo va avoir un renouveau de l'influence de la pensée chinoise, notamment le néo-confucianisme de Wang Yangmin, Chu Si et d'autres. Donc, au Japon, on trouve toujours des périodes d'ouverture, de fermeture envers les autres civilisations. Et nous avons au Japon la particularité, comme le pays n'a jamais été occupé ou renversé par des dynasties étrangères avant la Deuxième Guerre mondiale, nous avons donc là une certaine stabilité qui va être d'une certaine manière incarnée par la figure ou le symbole de l'empereur. Donc ça c'est assez important, contrairement à la Chine où vous avez des renversements de dynasties, de groupes ethniques et de milieux très variés et différents. L'histoire du Japon se passe presque en famille, malgré les guerres civiles, malgré l'instauration, donc durant cette époque féodale, qu'on peut nommer aussi l'époque de la noblesse de l'épée, avec une figure emblématique, le shogun, qui va donc diriger et gouverner le pays, mais tout cela sans renverser notamment le symbole de l'empereur. Et à partir de 1868, on compte la modernité du Japon avec l'ouverture forcée par les Américains. Et selon les différents empereurs au pouvoir, actuellement nous avons l'empereur Akihito qui va abdiquer l'année prochaine, le 30 avril normalement. Donc on a changé la constitution, on a tout fait pour que maintenant le personnage, pour des raisons de santé, d'âge, etc., puisse quitter la scène et laisser la place à la nouvelle génération qui doit être prêt pour accueillir les grands événements prévus, notamment les événements sportifs, etc. Donc on va, si vous avez des questions là-dessus, revenir, mais ici donc une première présentation pour vous situer l'époque qui va nous intéresser. Ce qui est assez intéressant, et c'est pourquoi que j'ai souligné les caractères pour grande harmonie ou Yamato, c'est que l'identification de la société japonaise tourne autour de ce caractère d'harmonie, parce que afin de réunifier le pays, unifier les différents clans et trouver une identité, on a misé sur cette conception de Yamato, qui devient très important et qui va avec des expressions comme esprit de Yamato, Yamato Damashi, etc., constituer une identité du peuple japonais. Et cela aussi en rapport rapport de force peut-être avec la Chine, parce que lors de la dynastie des Wei, le caractère homophone que vous avez ici, je ne sais pas si vous connaissez la signification, c'est le caractère qui a été utilisé par la Chine civilisée, ou la Chine qui domine culturellement, militairement, administrativement, quasiment l'Asie orientale. Donc le peuple qui émerge là où le soleil se lève est considéré comme un peuple de nains. Le caractère de l'homme, le blé ou
si vous voulez, en dessous aussi la femme. Donc un terme assez péjoratif, les nains, les bossus, les gens qui sont courbus comme le blé. Donc c'est un terme négatif et les Japonais ont insisté chaque fois quand il y avait des lettres de créance ou d'échange, ont essayé de mettre en avant ce caractère, notamment dans la première constitution du Japon qui était inspirée par le prince Shotoku Taishi aux alentours de l'an 604. Hein. Donc Yamato, pour les Japonais, ça compte beaucoup, c'est cette identification. Et envers la Chine, on avait à l'époque, bien sûr, un complexe d'infériorité. La Chine est développée à une écriture et tout. Et le Japon va devoir se libérer de cela. Je vais peut-être avancer. Nous avons maintenant les pensées et religions durant le Bakufu. Bakufu, c'est le terme officiellement employé. Ça veut dire le fu, c'est gouverner, diriger. Et le Baku, c'est un terme qui veut dire les temples parce que les guerriers se déplaçaient. Ils vont renverser la noblesse de la cour de Yamato et de l'époque Heian parce que cette noblesse va s'intéresser surtout à la poésie, va avoir un esprit pas très guerrière. Et c'est donc maintenant on pourrait dire aussi les barbares de l'Est, tous les tribus et clans qui vont venir de l'Est et qui ne sont pas encore situés durant cet hémisphère civilisé de la culture chinoise comme on l'a trouvé autour de la plaine de Yamato. Yamato peut désigner un clan, une période, la plaine, donc une identification très forte et qui se situe aux alentours de Osaka, Kyoto, Nara, ce qu'on appelle aussi le Kansai, la région traditionnelle du Japon. Et ces guerriers vont donc renverser et instaurer un premier bakufu, un premier système féodal, donc avec le chef militaire qui va être en charge d'organiser bien sûr la puissance militaire, l'administration, mais également mettre en avant une culture, une civilisation qui va remplacer celle de la noblesse de la cour. Et ça c'est assez intéressant parce qu'ici les dirigeants qui sont maintenant les guerriers, qui ne sont plus les anciens nobles de la cour, vont avoir d'autres idées et d'autres aspirations et bien sûr aussi au niveau religieux une toute autre approche. Et durant cette période de Kamakura, nous avons donc l'introduction entre autres de courants de pensée de la Chine plus moderne. Nous avons l'introduction aussi, et ça c'est très lié, de la culture ou du culte du thé qui va se développer particulièrement au Japon par la suite. Et le Japon va donc prendre ici une directive qui va se distinguer fortement de la Chine, tandis que durant l'époque de la dynastie des Tang et encore un peu après, on avait un grand nombre de missions du Japon vers la Chine, vers la cour de la Tang. On appelle ça les kentoshi, c'est l'expression japonaise pour dire envoyer des missions à la cour des Tang. Mais ici, tout cela va se fermer peu à peu, parce que nous avons aussi en Chine des changements, comme vous savez, après la dynastie des Song, qui devient encore une dynastie très fortement de culture Han chinoise. Nous avons les Mongols qui vont arriver, et là, alors, l'intérêt culturel va être différent. Nambokucho, c'est une courte période qui distingue, comme vous pouvez voir, ceux qui lisent les caractères, les cours du Nord et du Sud, c'est-à-dire deux branches rivales de la famille impériale vont donc commencer à se disputer le pouvoir. Et finalement, aucune des branches, tandis que la branche du Nord gagne d'abord en puissance, va pouvoir se libérer de l'empreinte du chef militaire, du shogunat. Et on a à partir de 1392 à nouveau une période de bakufu qu'on appelle la période de Muromachi, parce que là, le shogunat va s'installer à la capitale qui reste toujours Kyoto. Donc les bakufu sont des
gouvernements sur ordre militaire qui peuvent être déplacés et être dans un lieu indépendant de la capitale, tandis qu'un rapprochement va se faire petit à petit parce que les guerriers rustres de l'Est se laissent également inspirer par la culture de la cour impériale. Il y a donc là, on pourrait dire, une certaine compétition. Traditionnellement, on garde toujours les meilleures classes de la noblesse pour l'ancienne noblesse de la cour, mais les guerriers montent et veulent participer aussi au niveau culturel, à la vie dans le domaine des arts, de la calligraphie, du théâtre, etc., etc. Donc ce changement est assez intéressant et on va voir qu'un des personnages qui va nous intéresser aujourd'hui va jouer un rôle clé là-dedans. Une brève période intermédiaire, Momoyama, va également être mise en place par des chefs militaires qu'on ne nomme pas les shoguns. Ce sont 3 personnages qui vont essayer de réunifier la situation chaotique au niveau administratif et culturel du Japon. Et durant cette période-là, nous avons également l'influence ou les premiers contacts avec le christianisme. Si on parle de religion, normalement le christianisme ne jouait pas une grande influence et les Japonais ont fait en sorte aussi que ça restait assez restreint. Mais on doit quand même mentionner qu'il y avait un certain intérêt aussi, une certaine ouverture pour certaines croyances chrétiennes, surtout dans des clans assez hostiles au pouvoir centralisé. Et à partir de 1603, nous avons l'époque où le siège shogunal va être installé plus à l'est, à Edo, et c'est la période des Tokugawa, le grand clan, qui à nouveau va unifier le pays et instaurer un bakufu centralisé de manière très dure et très hiérarchisée, et se baser très très fortement sur des conceptions notamment du confucianisme. Donc la période ici, Muromachi va être une des périodes clés qu'on va étudier un petit peu plus par la suite. Mais dans cette période féodale, nous avons donc une période d'influence très forte et je vais revenir là-dessus. D'abord des courants de la Chine et après les Japonais essayent de modifier, adapter ces courants à leurs propres besoins, à leur propre civilisation, parce que, et comme la langue chinoise écrite n'était pas très adaptée à la langue parlée japonaise, il y a des différences de structure grammaticale, notamment, nous avons donc là toujours d'abord une volonté d'apprendre de la Chine et finalement, même au niveau administratif ou dans le domaine de l'agriculture, la structure géographique, géologique du Japon est toute différente de celle de la Chine. Le Japon doit donc inventer, modifier et essayer de voler de ses propres ailes. Donc pour cette première partie d'introduction, est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Non? Oui, d'accord, ok. Donc, on va voir un plan du carte du Japon. Donc, juste pour vous donner que l'ancienne région ici autour de Kyoto constituait le Japon traditionnel et le clan Yamato ou la région de Yamato va se développer presque dans le sens des spirales pour couvrir le plus grand territoire possible, mais au départ c'était très limité et parmi les punitions les plus cruelles qu'on considérait à l'époque Yamato ou même à l'époque Heian, c'était d'envoyer quelqu'un en exil. Donc on avait relativement peu de punitions corporelles, relativement peu de mise à mort. Ce n'était pas comme à l'époque médiévale chez nous où vous avez devant chaque bourg des gibiers pour montrer aux étrangers que les criminels ici sont bien torturés et brûlés et massacrés. Au Japon, donc, la culture, la civilisation va se d'abord développer à partir de cette période traditionnelle. Mais durant les guerres civiles, chaque région, chaque clan va bien sûr essayer de grignoter un petit peu du pouvoir impérial, du
pouvoir shogunal également. Et la situation va devenir donc assez chaotique. Hein. Vous voyez peut-être qu'ici, on ne parle même pas de Hokkaido, la grande île dans le nord. Les régions de l'Est restent encore assez décentralisées. Et la réunification du Japon au XVIe siècle se fait autour des régions ici qui appartenaient à la famille ou au clan de Oda Nobunaga, et qui va donc être le premier unificateur du Japon. Et le deuxième va être Hideyoshi Toyotomi, qui, après que Oda Nobunaga avait été trahi, va reprendre le volet et continuer à unifier le Japon. Et finalement, après sa mort, c'est Tokugawa Ieyasu qui va devenir shogun en 1603. Et durant cette période de transition, qu'on appelle donc Momoyama, la période Momoyama, ou certains l'appellent aussi Azuchi, selon le nom du château de Oda Nobunaga, Azuchi Momoyama, cette période-là va donc constituer une transition et une transition également au niveau culturel, au niveau de la cérémonie du thé, avec un perfectionnement de l'esthétique du Japon qui va permettre donc d'avoir une idée ou des stéréotypes qui sont véhiculés aujourd'hui chez nous. Avant cette période-là, il n'y a ni de geisha, il n'y a pas de sushi. Le Fujisan, le Fujiyama n'entre pas encore dans l'optique du clan de la période Yamato, donc on n'en parle pas. Et il y a donc un grand nombre de choses qui pour nous sont actuellement associées avec la culture japonaise, qui commencent seulement à émerger à partir du XVIIe, XVIIIe siècle. Donc ici juste un survol, on va pouvoir dans le cadre de la discussion aussi revenir sur certains aspects. Donc ici on a encore des coupures et c'est pas très clair, mais voilà. Zen et pensée taoïste, tradition et transmission. La pensée japonaise donc va être inspirée par l'étranger, par la Chine, c'est-à-dire le confucianisme, le bouddhisme qui arrive au 1er siècle en Chine sous la dynastie des Han, mais notamment aussi les textes des royaumes combattants, Zhuangzi, Lao Tzu et d'autres vont jouer une influence grandissante, et ça surtout à l'époque féodale. Et nous avons au Japon donc en Chine, on dit 3 enseignements, une famille, donc bouddhisme, confucianisme et taoïsme. Au Japon, on a les mêmes slogans, parfois on copie littéralement, mais on comprend confucianisme, bouddhisme et shintoïsme. Et le shintoïsme va se définir par négation, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas bouddhiste et confucianiste, tout ce qui va être considéré comme autochtone au Japon, va être mis en avant et reçoit l'étiquette Shinto, les croyances anciennes qui sont proches de certaines conceptions du taoïsme philosophique, c'est-à-dire proximité de la nature, une certaine proximité ou un sentiment d'être très terre à terre. Et le shintoïsme va donc d'une certaine manière véhiculer en stand-by aussi certaines idées du taoïsme. Un événement, donc l'arrivée mythique de Bodhidharma en Chine, qui va donc introduire des conceptions de Chan qui vont être développées sous les Tang, avec notamment Huineng et Linji, qui vont donc être parmi les précurseurs et dont les écrits ou dont les textes paroles vont avoir par la suite une forte influence. Et durant la dynastie des Song, qui va avoir l'émergence aussi bien sûr du néo-confucianisme, le Zen va arriver au Japon. J'avais dit tout à l'heure que le Chan avait déjà été présenté à la cour impériale à partir du 7e, 8e siècle, mais la noblesse de la cour n'était pas intéressée. La noblesse de la cour, les riches, les privilégiés,
qui vivaient sur le dos des agriculteurs avaient certes le raffinement, avaient certes l'intérêt pour la musique, la poésie et pour le bouddhisme traditionnel Mahayana dans sa forme qu'on appelle en japonais aussi le tariki, c'est-à-dire on est sauvé par le Bouddha, par quelqu'un d'autre, on ne doit pas faire d'efforts personnels, individuels, on peut acheter d'une certaine manière le salut ou éventuellement, si on veut, on peut également réciter les sutras ou le nom de Bouddha, surtout dans le nom du Bouddha Amida, hein, Namu Amida Butsu, le Nambutsu va devenir très privilégié durant l'époque fin Heian. Mais pour le Chan, qui est quand même une conception beaucoup plus austère, beaucoup plus rude, très associée aux arts martiaux, comme vous savez probablement. Cette conception très martiale d'une religion qui demande beaucoup d'efforts personnels, le jiriki, donc méditation. Si vous faites la méditation pendant des heures, vous souffrez terriblement. Et donc un effort, une introspection personnelle, c'est-à-dire essayer de trouver la force en soi-même, ne pas être sauvé ni par un dieu, une divinité ou même par la conception de Bouddha, va donc d'une certaine manière renverser la tendance. Et quand le zen va être introduit, notamment alors par le moine Eisai, nous avons donc Eisai qui avait étudié en Chine à différents monastères de l'école Rinzai. Rinzai, c'est la prononciation japonaise du nom de Linji. On va donc trouver un public beaucoup plus attentif et beaucoup plus intéressé à ce courant de pensée martiale et qui, d'une certaine manière, n'a pas grand-chose au niveau moral ou éthique en commun avec le bouddhisme traditionnel. Selon le bouddhisme traditionnel, on ne peut pas boire, on doit vivre une vie austère, pas de luxure, on ne peut pas tuer des gens. Et là, on arrive à la japonaise aussi, où normalement les origines se trouvent déjà en Chine, de renverser la tendance et dire, mais finalement, le bouddhisme, ce n'est pas seulement admirer ou lire les sutras ou admirer les statues ou l'art bouddhique traditionnel. Non, c'est aussi aller en guerre et pour cela, on a besoin d'un état psychologique très fort qui va vous aider à vaincre vos ennemis et pour cela, on a besoin d'être en phase avec soi-même et avoir surtout une conception que la vie ne vaut pas nécessairement la peine d'être prolongée à tout prix. Vous savez que dans le bouddhisme traditionnel aussi, on dit qu'on atteint ou on devrait atteindre une certaine sagesse qui met fin à la souffrance et qui vous permet de vous libérer donc ici de la roue de la réincarnation. Ici dans le bouddhisme Chan, on va brutalement couper les cordes, si vous voulez, et on va trouver donc des expressions et des conceptions beaucoup plus radicales et martiales afin de faire véhiculer le message. Et en même temps, on a besoin pour cela une conception qui mise sur la bonne santé, pas seulement psychologique, mais également physique, pour être en forme. Et là aussi, on trouve, par exemple, dans le Zhuangzi ou dans les anciennes conceptions des maîtres taoïstes, un certain nombre de références, comment rester en santé, qu'est-ce qu'il faut faire, les mouvements, etc., etc. Et un autre aspect pour justement fustiger ou unifier cet esprit de corps, on va se baser sur la cérémonie, ou c'est pas encore une cérémonie, mais la voie du thé, le culte du thé, comme on le trouve notamment dans les écrits de Eisai, parce que sous influence de l'école Rinzai, mais également du Cha-Ching, le classique du thé, il va lui-même écrire un ouvrage qui s'appelle donc en japonais Kisayojoki. Donc c'est
Oui, tout a bougé. On ne voit pas aussi bien. Ki, c'est bien sûr un récit ou une collection. Kissa, ça c'est boire, fumer, manger, du thé. Hein. On trouve ça dans l'expression kissaten, en japonais, café. Mais c'est surtout ces deux caractères, le yojo, je ne sais pas si vous le connaissez. Celui-ci, plus celui-là. Nourrir la vie, c'est un chapitre de Zhuangzi. Oui, Yangchang. Nourrir la vie, parfois on le dit comme ça, oui, le vide. Donc une conception qui fait référence aussi à des conceptions taoïstes, dont la conception d'élever ou de former une personnalité est tout à fait différente de la conception confucianiste qui mise beaucoup plus sur l'apprentissage, sur l'enseignement. Donc ici, on va développer donc le thé comme un moyen d'organisation de structures sociales et cela va avoir un impact très fort et sur la caste militaire, mais par la suite également sur toute la population japonaise. Et cette culture va se développer par la suite durant les siècles jusqu'à l'époque Edo avec des grands maîtres de thé dont l'apogée, on dit souvent, c'est Senno-rikyu. Et par la suite, vous avez également une continuité avec des maîtres zen comme Hakuin ou Sengai qui vont donc, grâce à des peintures, la calligraphie notamment, mais également leur rapport avec le thé ou le lien entre zen, chan et le thé, qui, selon un dicton japonais, ont le même goût, la même signification, même origine, développer très très fortement cette conception et permettre donc aux Japonais d'intégrer un grand nombre de conceptions aussi taoïstes. En Chine, bien sûr, comme vous savez, c'est le confucianisme qu'une fois devenu courant de pensée d'État sous les Han, qui va officiellement être toujours mis en avant, mais la poésie Tang ou d'autres va s'inspirer constamment des maîtres ou des textes comme le Lao Tzu ou le Zhuangzi ou bien sûr d'autres, et les Japonais vont par la suite faire de même. Donc ici, tradition et transmission, les Japonais très éclectiques vont puiser dans tout ce qu'ils trouvent, arranger les différents courants à leur manière, éventuellement peu à peu écarter ce qui ne leur convient pas, mais par la suite trouver, notamment dans le domaine de l'esthétique et de la conception de la vie éphémère selon les conceptions bouddhistes et autres, toujours des expressions différentes selon les périodes, et on a l'impression qu'il y a des couches d'expressions esthétiques qui vont se mettre l'une sur l'autre au Japon, ce qui fait la richesse et surtout l'intérêt de cette conception esthétique comme nous la trouvons d'un côté, et le lien avec le zen, bouddhisme zen de l'autre. Oui, oui. Une question concernant ce caractère yang. Ici, oui, c'est la prononciation, donc yo et jo, la vie, oui. Ok. Alors tu dis que c'est une notion qui a été directement empruntée au taoïsme. Il y a chez Zhuangzi un chapitre, un livre qui a justement... Oui. Oui. Est-ce que c'est explicite? Il n'utilisait pas ce terme élevé à des fleurs ou des... À ma connaissance, pas avant, ou pas dans ce contexte-là. Ici, les références vont devenir de plus en plus, on pourrait dire, ciblées dans le contexte. Le problème avec, je veux dire, les caractères chinois ou l'écriture chinoise, c'est qu'on les trouve dans tous les contextes et la signification peut très très vite varier, comme certaines notions ou dénominations se trouvent plic-ploc dans tous les courants de pensée, notamment le Dao ou le Do, et qui va donc être difficile à être attaché seulement à un courant
de pensée. Hein. Pour les bouddhistes, c'est la voie de Bouddha, pour les taoïstes, ça peut être la nature, etc. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'au Japon, finalement, on va l'utiliser comme suffixe pour tous les arts traditionnels. Hein. Vous connaissez tous le judo, le kendo, l'aïkido, etc., etc. Donc finalement, on va dire que Do, c'est plutôt une notion de spontanéité, de voie traditionnelle qui va être liée à des conceptions japonaises, à l'esprit de Yamato. Ce qui est bien sûr un élargissement ou une conception de rendre ces termes encore plus spécifiques au Japon, mais les Japonais n'avaient pas peur d'adapter donc l'écriture à leur conception, ou comme vous savez probablement aussi, de créer des caractères, les Hanzi, nationales qui n'existent pas en Chine. Hein. Donc ça c'est assez important de voir qu'une fois le processus d'invention ou d'individualisation de la culture japonaise par rapport à la Chine se met en place, on a certains caractères, ici je pense le yojo notamment, qui vont être extirpés plutôt dans un contexte taoïste ou qu'on peut associer avec la nature, avec la façon de vivre sainement. Hein. On a dans Zhuangzi des chapitres où on parle donc de la gymnastique en général, faire des mouvements. Finalement, Zhuangzi va rejeter tout cela aussi parce qu'il dit que ceux qui sont unis ou qui ont d'une certaine manière atteint la sagesse, l'homme véritable, il n'a peut-être pas besoin de ça ou il dépasse ça. Mais cela pourrait être quelque chose qui peut être utile. Et pour les Japonais, ici la cérémonie du thé ou le culte du thé va d'abord avoir une connotation médicinale. Hein. On boit le thé pour la santé, on boit le thé aussi pour rester éveillé pendant la méditation, et c'est donc à travers d'abord de la culture des moines zen ou chan que cette pratique va se répandre. Hein. Comme vous savez probablement, on associe aussi à Bodhidharma entre guillemets l'invention du thé, parce qu'on dit qu'il a coupé ses paupières pour ne pas s'endormir lors de la méditation. Et là où les paupières tombaient, il y a la plante de thé qui poussait. Donc tout de suite, une association très très vite. On a également l'histoire du premier disciple de Bodhidharma qui, je pense, ne voulait pas le prendre, mais le disciple se coupe un bras. Et donc l'aspect assez brutal ou des anecdotes où il y a mort, mise à mort, etc. Les maîtres zen coupent aussi des chats, des doigts de leurs disciples s'il est nécessaire pour créer l'éveil. Donc tout cela fait que il y a là un facteur qui permet l'intégration de croyances indépendamment de leurs origines, mais un développement assez intéressant. Oui Non non. mais par exemple, ce yo, il prend un sens technique, donc il n'emploierait pas dans le sens de cultiver des fleurs. Non, yo, littéralement, c'est élever les moutons, hein, ou donner à manger aux moutons, aux bêtes, donc un sens d'élevage ou d'éducation beaucoup plus naturel, en douceur, etc. C'est assez intéressant de voir les comparaisons avec les animaux aussi. Chez Zhuangzi, quand la gymnastique, il y a des techniques de l'ours, de la grue, etc. Donc, on imite d'une certaine manière la nature. Mais on ne doit pas intervenir. Hein. Le terme de Wu Wei, ne pas intervenir, ne pas dompter les chevaux, va devenir un terme, ou était un terme très important chez Lao Tzu. Curieusement, dans le zen japonais, on ne l'utilise pas, ou relativement peu. Je vais revenir là-dessus dans un prochain slide. On peut peut-être développer par après aussi, mais moi je trouve que c'est un terme assez intéressant parce qu'il va revenir par la suite. Donc, Lao Tzu, Zhuangzi, Liezi, j'ai mis Lu Buwei, Lu She, Shun Qiu, le printemps et automne de Maître Lu. Ça, c'est quelques exemples pour des ouvrages dans lesquels on trouve des
textes associés au taoïsme, bien sûr, mais curieusement, c'est principalement les deux premiers qui sont utilisés pour l'association ou l'intégration du taoïsme dans la pensée zen. Et c'est surtout aussi pour sa forme poétique pour la poésie de ces textes qu'on fait souvent allusion aussi à Zhuangzi. Liezi, qui pendant une certaine période avait été considéré comme être une compilation du 3e, 4e siècle de notre ère, sont sources plus anciennes. Maintenant, je pense qu'on revient en disant non, il y a quand même des bases beaucoup plus anciennes. Mais là, on voit déjà une approche beaucoup plus mystique ou mythologique avec le taoïsme religieux qui est assez distingué du taoïsme philosophique comme on le trouve peut-être dans le texte de Lao Tse et Zhuangzi. Et de ce fait-là, parmi les noms qui vous sont probablement tous familiers, on revient surtout aux deux premiers. Alors, j'ai juste regardé, parce que ça c'était aussi pour autres, on a ici les textes où arrive notamment une conception qui s'appelle Buji en japonais, être tranquille, d'âme, avoir pas de perturbation, être zen d'une certaine manière. Et curieusement, dans les chapitres, ça c'est donc dans le Lao Tse, le 48e, 57e et 63e, on trouve ces expressions aussi relativement en lien avec le fameux Wu Wei, où le 48e est probablement le plus explicite, sans faire... il n'y a rien qui n'est pas fait. Mais comme je venais de dire, le Wu Wei apparaît rarement ou quasiment pas dans les conceptions du Zen. On doit se demander pourquoi. Est-ce qu'il y avait là une aversion contre la conception ou l'image du cheval torturé ou maltraité? Je laisse ça comme ça. Il y a beaucoup d'autres chapitres dans le Lao Tse où on parle justement de Wu Wei, par exemple, de 2e, 3e, 37e, 38e, 43e aussi. Je ne vais pas tous vous les nommer. On reviendra peut-être tout à l'heure lors de la discussion encore là-dessus. Mais c'était pour vous dire que certaines expressions, j'ai pris seulement comme exemple ici le Buji, se trouvent donc avec des notions clés, mais au Japon, ces notions vont donc varier et prendre une autre direction. Si on prend par exemple ici des conceptions ou expressions zen clés, on retrouve relativement peu qu'on trouve directement dans les textes taoïstes. Donc nous avons ici le caractère ju qu'on trouve aussi là dans le Niu également, qui est un caractère qui veut dire tendre, douce, donc pensez à soft power, mais pensez surtout à la voix de la douceur, le judo, la voix de douceur. Et dans le Lao Tse, le caractère arrive assez souvent. J'avais 11 chapitres de citations, 10e, 36e, etc. Surtout la douceur de l'enfant, du nouveau-né, la softness du corps va être mise en avant pour être contrecarré avec ce qui est raide, dur et qui signifie la mort. Et donc, tandis que, par exemple, le Wu Wei chez Zhuangzi arrive dans 30 paragraphes, le Buji, la conception de non-agir, c'est cette partie-ci, arrive seulement 4 fois. Donc 4
paragraphe, et le caractère de la softness seulement 3 fois. Donc on peut, si vous voulez, essayer de voir quels sont peut-être les auteurs qui avaient fortement être de l'inspiration pour les Japonais, parce que le texte du Lied, il mentionne nulle part le Buji, le Wu Wei apparaît seulement une fois dans tout le texte, et la softness, la douceur 6 fois. Donc là, on voit peut-être aussi un changement, on pourrait en discuter. J'ai aussi là quelques statistiques pour le Wu-Wei ou quoi, mais je ne vais pas vous ennuyer avec ça. De toute façon, le temps commence à courir. Mais dans un grand nombre de textes chinois, comme la porte sans porte, le Mumonkan en japonais, ou la compilation Hekiganoku le Bianlu en chinois, Bianlu, le grand texte du bouddhisme Chan, qui n'avait pas survécu en Chine, mais qui existait dans les compilations japonaises. Là, il y a donc une sorte de transmission des connaissances et savoirs et textes bouddhistes qui continuent au Japon, tandis qu'en Chine, déjà sous les Tang, mais surtout à partir de la dynastie des Song, le bouddhisme va donc périr ou, disons, être de plus en plus rejeté. Donc, pour l'origine, vous savez probablement que le Channa était la transcription littéraire ou phonétique plutôt du terme de méditation jhana, et en japonais, ça se prononce zen. Et un certain nombre de conceptions du bouddhisme, Butsu ni aeba butsu okorose, c'est quand tu rencontres Bouddha sur ta voie, tue-le. Donc cette conception, tuer les parents, tuer Bouddha, pour cela on a besoin d'un sabre, donc la conception de tuer, se libérer de Bouddha, de l'empreinte des parents, des traditions, va être donc mise en avant, et là encore, pour moi, un exemple d'une certaine violence incontestable qui va donc, si vous voulez, d'une certaine manière renverser la donne. Un certain nombre d'autres, ça vient de textes chinois, comme vous voyez, quand il n'y a pas de hiragana avec, souvent c'est des citations directement de texte. Donc chaque jour est un bon jour, ou jour pour jour un bon jour, ou des conceptions comme non-esprit ou non-identité, etc. Où l'esprit ou la voix, c'est l'esprit de tous les jours. Ce sont donc un certain nombre d'expressions qui arrivent, où la conception du kinin, le véritable homme ou le précieux homme, qui devient alors la conception aussi du sage. Il y a aussi l'homme accompli, un grand nombre de conceptions. J'ai ici compilé plutôt ceux qu'on retrouve dans la proximité du zen et qui vont donc être ici parfois être fortement inspirés de la tradition bouddhiste. D'ailleurs, le zen, la méditation, bouddhisme par méditation, pourquoi est-ce qu'il a été établi, ou quelle était à l'origine l'anecdote Bouddha et son disciple Kasyapa, qu'est-ce qui se passait? Parce que le bouddhisme a inondé le Japon avec des sutras, des centaines, des milliers de textes, et tout cela était bien sûr intéressant pour étudier. Et le bouddhisme en général, avec la conception de pitié de l'autre ou de compassion, était le bienvenu, parce que souvent auprès des temples bouddhistes, vous avez également des hôpitaux, des pharmacies. Donc pour une raison déjà assez pragmatique, soigner les autres physiquement, ici des maux de la terre, c'était intéressant. Mais le bouddhisme zen se base plutôt sur la conception qu'on peut transmettre le savoir sans écriture. Ça, c'est alors la conception aussi qu'on trouve parfois, ou pas seulement parfois, mais chez Zhuangzi, chez Lao Tzu, les vrais mots ne sont pas véritables, ne sont pas belles ou beaux, ou les beaux mots ne sont pas véritables, et que tout se passe où on ne devrait pas nommer
le DAO. Et chez Zhuangzi aussi, si vous voulez attraper des poissons, mais vous avez peut-être des filets, mais dès que vous avez attrapé le poisson, vous oubliez le filet. Et si vous voulez communiquer avec quelqu'un, vous devez utiliser des mots. Mais une fois que le message avait été entendu, on n'a plus besoin de mots. C'est un petit peu cette approche qu'on trouve également, donc la méfiance envers les paroles ou l'écriture. Beaucoup de chapitres chez Zhuangzi ou même Lizi en parlent. Et dans le bouddhisme Chan, donc transmission du savoir sans écriture, sans texte, et plutôt par un rapport direct ou par un éveil, le satori, qui doit être donc provoquer un éveil spirituel, soit par une parole, par un acte, par éventuellement le bruit d'un corbeau, etc., etc. Et ici, c'était donc Bouddha qui, pour une fois, n'enseigne pas avec des paroles, mais qui montre juste une fleur. Et il y a seulement donc un disciple qui voit ça et commence à sourire. Et là, Bouddha a compris que Kasyapa a compris la légende. Donc, on est dans les légendes. Et on pourrait encore ajouter pour toute la soirée, mais voilà. Oui. Oui. Oui, oui. Les relations entre Wu Wei et Wu Shi. Alors, Wu Wei, je comprends bien, c'est ne pas agir, ne pas interférer, en fait. C'est ne pas intervenir, ne pas bloquer le processus de la nature. Mais on dit que... Je ne comprends pas bien le sens de Wu Shi. Oui, oui. On dit que étymologiquement, ici, le caractère Wei, c'est un cheval qui était dressé. Donc, ça, c'est des explications. Donc, dans la Chine ancienne, quand les Chinois commençaient à dresser les chevaux, et là, il y a aussi un chapitre, je pense, chez Zhuangzi. Oui, mais dans un autre chapitre encore, on dit que quand vous commencez à dompter les chevaux, d'abord, il y a 30% qui meurent tout de suite, et après, il y a encore 30% qui meurent de mauvais traitements. Donc, finalement, est-ce que ça vaut la peine, hein? Comme Zhuangzi dit aussi, il ne faut pas allonger les pattes de canard ou pas raccourcir les pieds d'une grue. Chaque individu ou chaque être vivant a sa propre nature. Donc là, c'est le caractère de ne pas dresser les chevaux ou ne pas agir. Le ji ici, c'est d'avoir... pardon, en chi, c'est... c'est donc un caractère qui... veut dire des affaires. Une affaire, c'est quelque chose, je pense pour les Japonais, qui demande que la communauté se met autour pour prendre une décision et qui est un aspect, je veux dire, qui dépend plus d'une décision communautaire que d'un individu. Et par exemple, dans la première constitution de Shotoku Taishi, le dernier chapitre dit que les grandes affaires, les affaires importantes ne doivent pas se décider seules. Et je pense qu'ici, donc, le Bouddhi, c'est de ne pas être occupé, ne pas être prise par les affaires, ne pas être sollicité par quelque chose, dans le sens japonais. Je ne sais pas maintenant dans la Chine. Moi, je dirais, à l'époque de Zhuangzi, sans doute avant, Shi, c'était le service de l'État, c'était la guerre et le sacrifice. Oui, donc quelque chose en rapport avec la communauté. Non, pas la communauté, je dirais avec Enfin, pas la communauté au sens d'une communauté. Non, mais avec le bien commun. Quoi. Oui, où on est sollicité par quelqu'un d'autre, par une force extérieure. C'était le devoir de servir le souverain dans un dans une période sans doute un peu antérieure à Zhuangzi. Mais c'est pour ça que je ne comprends pas bien le sens que ça prend dans le texte. Ici. Non, dans le texte précédent, le diapo précédent. Donc ici, quand on n'agit pas ou quand il n'y a plus d'affaires officielles ou quand on ne doit plus, je veux dire, se sacrifier ou mettre sa personne en danger, parce que je pense que la Lao Tse, c'est aussi un manuel pour dire
écartez-vous du pouvoir ou écartez tout ce qui est ou qui peut mettre ou endommager la personne physique et la personne psychologique ou l'état psychologique, que ici, quand vous n'agissez pas, donc quand il y a dans le royaume, quand il n'y a plus rien qui va vous forcer à, éventuellement dans le sens de cette interprétation, à servir, dans ce cas-là, il y a alors le ciel véritable. Donc le plus important, c'est de faire quelque chose sans être sollicité ou devoir peut-être être prise par l'extérieur. Comme Zhuang se refusait de suivre ou devenir conseiller ou être invité. Je trouvais ça seulement intéressant que pour les Japonais, avec ce sens de dévotion et peut-être aussi de sacrifice, ça prend à l'époque féodale une signification assez particulière. Donc je vois que le temps commence à aller un petit peu plus loin. Alors, Ikkyu et le taoïsme, je voulais vous présenter donc ici, entre autres, un personnage du Japon, donc Ikkyu Sojun. Donc vous avez les dates qui devenaient un des moines les plus célèbres. Ici vous avez des images et apparemment selon le nombre d'images qu'on fait de vous, de votre vivant ou après votre mort, votre célébrité est accrue. Je pense qu'on a fait de lui 18 en tout. Et là, vous avez un personnage, je veux dire, très très traditionnel, présenté selon les formes de maîtres bouddhistes zen. Il faut dire que quand le zen va être introduit dans la classe des guerriers, il a beaucoup de succès. C'est-à-dire tous les shoguns ou les familles nobles vont envoyer leurs enfants dans les monastères zen. C'est les temples zen qui vont s'occuper de l'éducation de la classe des guerrières. Et finalement, on dit que dans un des textes que vous trouvez aussi dans la bibliographie, que le zen est victime de son propre succès, parce que finalement, vous allez avoir tout le pays qui va être conquis par la spiritualité zen. On va tous travailler dans ce sens, le renforcer. Mais le zen ou la méditation ou cette attitude d'esprit est quelque chose d'assez individualiste, comme le taoïsme est aussi plus individualiste que le confucianisme. Et surtout, d'une certaine manière, quand on parle de jiriki, donc effort par soi-même, on peut dire plus aristocratique d'une certaine manière, où il demande beaucoup plus d'efforts personnels. Et de ce fait-là, il n'est peut-être pas adopté à toute la population, où il est difficile de penser que tout samouraï ou guerrier devient quelqu'un d'éveillé. Donc on a d'une façon la conception que le Bouddha est en vous et que chacun devrait atteindre cet éveil, mais d'autre côté, la condition humaine, qui est beaucoup plus faible, comme vous savez, et où on doit donc s'arranger, et ça devient difficile si le zen devient quasiment une conception de religion d'État, ou du shogunat de la classe guerrière. Et s'il va donc dépendre de la bonne volonté de la classe guerrière, de la noblesse de l'épée, et d'une certaine manière qu'il doit faire des concessions. Et ça, c'est alors de donner des attestations d'éveil des Incas. Donc on vend, comme chez nous aussi, des certificats pardon ? Les indulgences. Les indulgences et tout cela. Donc ça se faisait au Japon aussi. C'est parce que justement le zen va prendre le dessus à partir déjà de l'époque Kamakura et à travers l'époque Muromachi. La situation est assez désastreuse et Ikkyu, c'est justement cette période-là qui va donc
crée une certaine ambiguïté parce que d'un côté, c'est un moine iconoclaste, sa situation personnelle l'a amené à cela aussi, mais d'autre côté, il va à la fin de sa vie également essayer de contribuer à la reconstruction d'un des plus grands ou importants temples, le Dai Tokuji. Je vais peut-être aller un tout petit peu plus vite pour laisser plus de temps pour la discussion et pour revenir à certains sujets. Mais Ikkyu était probablement un fils illégitime du empereur Go-Komatsu, donc d'un empereur du Japon, avec une femme qui appartenait à la cour du Sud, donc d'une autre branche qui avait donc été disgraciée ou écartée du pouvoir. Et finalement, elle a préféré mettre son fils Ikkyu, qui peut-être à un certain moment aurait pu prétendre aussi au trône, elle le mettait dans un temple zen à partir de 5 ans et à partir de cette période-là, il commence une vie d'errance, pas encore à 5 ans toute seule, mais par la suite aussi, probablement aussi pour ne pas être persécuté, assassiné et tout. Hein. Donc nous sommes là au Japon dans des périodes de troubles et Ikkyu va donc, dès son histoire personnelle, être révolté d'être d'une certaine manière, ne pas être reconnu par son père. Et il faut un certain temps qu'il se fasse à cette idée et qu'il y ait une certaine réconciliation aussi. Et d'un autre côté, il va se rebeller contre la vie dans les monastères zen, parce que les bons ne pensent plus qu'à leur profit personnel, l'éveil ou la spiritualité comme ils l'imaginent et comme ils le voient incarné idéalement dans le zen donc de Linji, Rinzai et de la dynastie de Tang, ne va plus être actuel au Japon. Hein. Donc Ikkyu, le terme ou le mot veut dire une pause. Une pause, ça veut dire un instant de la vie. C'est la vie qui est fluide. Ici, il va être élevé par un certain nombre de maîtres zen. Il va relativement jeune, au début de ses 20 ans, atteindre un premier réveil quand il entend, ou quand il est tout seul et entend un corbeau qui croisse. Hein. C'est croisser qu'ils font ? Oui, oui. Donc, c'est déjà là une certaine affinité avec le son, la musicalité, mais relativement moins des textes. Hein. Et il va donc être représentatif pour tout ce que la communauté zen va haïr, c'est-à-dire un iconoclaste, quelqu'un qui les critique, qui n'est pas de leur communauté, mais qui aurait pu prétendre même au trône. Et donc là, il y a une certaine situation assez ambiguë. Là, nous avons 2 portraits qui sont assez, je veux dire, officiels, etc. Un de ses disciples, Buson, avait fait ce portrait-là, qui est un des plus célèbres probablement de lui. Et là, il y a un portrait, malheureusement, je l'ai trouvé seulement un petit peu illuminé. C'est normalement seulement monochrome, noir et blanc. Donc, quand il est plus âgé. Hein. Donc, ce Ikkyu, il va mener une vie d'errance, avoir beaucoup de contacts et être également en contact avec un grand nombre des personnes qui ne sont pas de la noblesse de la cour, c'est-à-dire artisans, le peuple, toute couche de la population, ce qui va élargir son horizon. Et il va donc travailler dans un grand nombre de domaines, dans la poésie, notamment sa collection de poèmes qui sont écrits tous dans le Kambun, donc style chinois, devient très célèbre. Il a écrit d'autres textes aussi dans la langue japonaise populaire, pièces de théâtre, peinture, calligraphie, etc. Donc, un personnage clé, mais qui restait toujours un petit peu en dehors, mais qui va inspirer beaucoup de courants de pensée. Juste comme petite paraphrase, il y a Ikkyu qui devenait par la suite très très populaire à partir de l'époque Edo, quand nous avons à nouveau une influence très forte du confucianisme, une structure hiérarchisée, et à partir de cette période-là, on a de plus en plus de légendes. Le petit Ikkyu, le grand Ikkyu
rustre parfois, mais rusé, intelligent, etc. Et il y a maintenant un plein de mangas, d'animés, etc. qui tournent autour de ce personnage. Donc si vous demandez à des Japonais ou à des jeunes maintenant, vous connaissez Ikkyu? Ah oui, Ikkyu-san. Donc ça c'est maintenant. Et on va donc mettre en avant tout ce qui avait été collectionné comme anecdote concernant ce personnage. Alors, dans sa livre de poésie, en anglais Crazy Cloud Anthology, je vais vous donner les sources après, c'est Sonia Hudson qui avait fait un doctorat là-dessus. J'ai choisi pour vous présenter juste deux poésies, c'était difficile à les trouver. On trouve d'un côté des critiques de la situation actuelle, et on va peut-être voir, ici il y a encore des choses qui ont changé, disparu. Le Daitokuji, c'était le temple le plus prisé ou mis en relation avec la famille impériale, le Zen, et par la suite les Ashikaga qui étaient les shoguns, le clan des shoguns, et qui étaient des grands mécènes pour le théâtre No, pour la construction des fameux pavillons, pavillons d'or, pavillons d'argent, etc., vont donc développer cela. Et ici, alors, les questions ou réflexions sur le Daitokuji, le temple de la grande vertu, et ici, bien sûr, les perturbations ou le chaos, oui, surtout le terme ici, Ran. Tous les Chinois haïssent ça, mais les Japonais encore plus. Ouais. Non, c'est vrai, il faut aussi, comme disait Mao, laisser chaque génération faire ses propres erreurs et tout. Donc ici, ces troubles, Ikkyu se trouve dans une période de troubles, pas seulement des disputes à l'intérieur des monastères ou pour la vraie forme religieuse, mais surtout aussi pour le pouvoir shogunal, etc. L'écriture vient du livre aussi, donc c'est pas moi qui avais chipoté ça, si jamais il y a quelque chose. Donc, les maîtres zen ou les personnages de zen se disputent le zen, les poètes se disputent la poésie. Sur les cornes d'un escargot, où les cornes d'un escargot paraissent être... Attendez, je vais voir le deuxième safe. Oui, sur les cornes d'un escargot apparaissent la sécurité et le danger. Le couteau qui tue, le sabre qui fait vivre des hommes. Donc ici, le sabre qui donne la vie aux hommes, le couteau ou le sabre qui donne la mort et le sabre qui donne la vie. Seulement la dame Changxin, la jolie dame de Changxin, le sait ou est au courant. Donc, c'est très difficile de voir ça, et sont des commentaires, qu'est-ce qu'on peut retenir? On parle de perturbations, du chaos dans les temples, les disputes, etc. On parle également des disputes des poètes, la poésie, mais on parle aussi, la référence ici avec les cornes entre guillemets d'un escargot, ça fait allusion à un chapitre de Zhuangzi. C'est-à-dire corne gauche et corne droite se disputaient, et finalement c'est un petit peu comme une tempête dans un verre d'eau. Voilà, donc allusion assez cachée à Zhuangzi, on peut y revenir. Mais l'autre association est bien sûr celle à Bouddha. Quand tu vois Bouddha, tue-le, et ici le sabre devient important. Malheureusement, je n'ai pas trouvé d'image de Ikkyu avec le sabre. Souvent un sabre, on le présente aussi en tant que moine. Et il y a des anecdotes aussi où il se baladait avec un faux sabre dans la ville en disant oui, ça c'est le zen actuel, le faux sabre. Donc plein d'allusions. Malheureusement, on n'a pas le temps de
mettre beaucoup plus en avant. Et la dame de Changxin, là c'est alors une association, la Lady Pan de la dynastie des Han, qui était la grande concubine de l'empereur, qui avait été donc écartée. Et là, ça c'est alors une allusion. Changxin, c'est le nom du palais aussi qu'elle va occuper, où les concubines qui sont expédiées vont être mises là-bas. Et là, ça serait plutôt une allusion à la situation de la mère d'Ikkyo, qui va être écartée aussi de la cour. Hein. Donc, juste un exemple pour une des plein, ici dans un livre très intéressant, je vais revenir là-dessus, il y a plein d'associations où on parle de taoïsme, où que Ikkyu est véritablement ou plus taoïste, et conviendrait beaucoup plus à l'époque et aux mœurs et à des conceptions taoïstes de la dynastie des Tang qu'à cette période trouble des guerres civiles au Japon. Donc là, une définition d'une certaine manière par opposition aussi, hein, donc révolte contre les monastères, contre les moines, contre également la situation désastreuse du pays. Hein. Mais la plus grande partie, heureusement, des poèmes de Ikkyu, et c'est pour ça qu'il est relativement peu lu ou connu, ce sont des poèmes érotiques. Et très érotiques. Ici, j'ai quelque chose d'assez doux. Donc, il faut savoir qu'on trouve sur Internet aussi des articles. Était Ikkyu un obsédé sexuel, donc par des psychiatres, etc. Parce qu'il parle très très ouvertement, et c'est un petit peu la conception se sauver ou trouver la nature de Bouddha via le sexe, via les rapports sexuels, et pas seulement amoureuse, mais il disait aussi dans les poèmes, si tu veux me trouver, va pas au temple, mais tu me trouves plutôt dans un magasin de saké, dans un bordel, ou chez un poissonnier, hein, donc, ou chez un boucher. Interdire de manger de la viande, etc. Donc ici, Mori c'est sa concubine, une femme qui est seul, aveugle, et qui rencontre Ikkyu quand il a déjà 74 ans, ou 73, elle avait 23, 24, mais apparemment ça fonctionnait et ça venait aussi d'elle. Et on ne sait pas également, très particulièrement ses origines, mais elle faisait de la poésie, donc il y a aussi des poèmes-réponses. Elle jouait des instruments de musique, lui aussi jouait la flûte, etc., etc. Et de ce fait-là, alors on a alors un grand nombre de références ici. Ce qu'on traduit avec Jewel Stem, je ne sais pas la prononciation en chinois, mais bon, c'est plutôt le phallus, donc pénis masculin, qui est décrit. Hein. Donc, on a un grand nombre de il se nommait aussi nuage fou, et on trouve donc un certain nombre, tout plein de poèmes. Quand je voulais les mettre, je n'avais malheureusement pas eu le temps de tout copier. Ce que j'ai dans les livres et sur Internet, c'est très très limité. Mais vous trouvez ça dans des références bibliographiques. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il avait aussi joué un rôle assez important, et où on a une conception très très différente de la sexualité au Japon à cette époque-là que sous une domination, disons, confucéenne, mais beaucoup d'allusions aussi à l'érotisme chinois ou à les références dans la poésie et des empereurs. Voilà, ça juste, on a vraiment le temps qui court. Alors, exemple pour la calligraphie aussi, je dis la cérémonie nutée, la calligraphie, il devient alors avec son style assez viril, masculin, un des précurseurs aussi pour des conceptions de la calligraphie comme l'ont fait Hakuin ou d'autres. Dans sa peinture aussi, il est assez individualiste.
Mais on trouve aussi, et ça c'est donc les conceptions qui vont se développer de la Chine ancienne. Moi je l'ai nommé maintenant le Luoshu, mais il y a aussi le Hetu et d'autres, donc le carré magique ou la charte de la rivière, comme vous savez, qui selon la légende avait été découvert ou être remise à Yu le Grand sur le dos d'une tortue. Et l'image droite se trouvait, j'ai vu aussi dans le livre de Françoise. Donc, ce qu'on appelle le carré magique, donc on ne peut pas dire que c'est seulement taoïste, parce qu'on fait référence dans toute la pensée chinoise très éclectique à cette conception, à la numérologie, etc. Pensez à la numérologie de la transmission des livres, hein, le Zhuangzi 81 chapitres, le Lao Tzu 81 chapitres, Zhuangzi 33 livres, 3 x 3, toujours donc très important. Donc toutes ces conceptions vont être transmises aussi et unifiées d'une certaine manière par, ou au moins passées par Ikkyu selon certains auteurs, parce que quand le zen au Japon est corrompu, la seule chose pour l'améliorer, c'est de mettre quelque chose en place ou l'améliorer de l'intérieur. Et selon le génie d'Ikkyu, c'était justement de mettre la cérémonie de thé en avant, avec justement cette esthétique de pauvreté ou d'appauvrissement, ou on pouvait dire l'esthétique de dépouillement, comme on connaît du Japon, et qui est donc très très différent. Ici, vous voyez la charte très très bien définie avec les trigrammes, avec les signes bouddhiques, avec les signes du zodiaque et tout, donc élaboration. Et finalement, l'essentiel revient dans la cérémonie du thé ou dans le shashitsu, qu'on parfois appelle aussi le yojohan. C'est donc la représentation, si vous voulez, de l'univers ou de la structure de l'univers, ou même d'une certaine manière du Mingtang, à travers la pièce ou la cabane ou la chambre de thé, qui prend donc une forme ici de quasiment carré magique avec 4 tatamis et demi, mais que vous pouvez découper, diviser dans d'autres formes. Et d'une certaine manière, vous avez aussi la structure du swastika, si vous le voyez. Hein. Voilà, référence bibliographique, on peut revenir là-dessus. J'avais encore un certain nombre ici de calligraphies, donc qui expriment, pas d'Ikkyu, mais qui expriment un petit peu le style japonais avec des formes qui reviennent très très régulièrement, que je fais passer en vitesse. Et c'est justement ici ce Buji, où le... Donc, il faut lire ici de droite à gauche, très très stylisé, et qui reprend alors cette conception de forme. Voilà, là dans une forme verticale, d'autres. Thé et zen ont le même goût, c'est la même chose. Une rencontre, un moment, une rencontre, donc aussi très célèbre en référence, et j'ai presque terminé. Et la quintessence, c'est donc le cercle, le dépouillement. C'est un texte qui vient du moine Sengai que j'avais évoqué tout à l'heure, au moins par le nom sur la liste. Korekute chanome, mange ça et bois du thé et tu trouves l'éveil. C'est paradoxe, on ne peut pas y arriver, mais en réfléchissant là-dessus, peut-être que ça crame. Et ça, c'est une des formes les plus célèbres de Sengai. Donc, voilà, il ne nous reste plus grand-chose. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques. Donc, oui. De l'adaptation de la manière dont cette pensée zen a repris certains concepts taoïstes, mais en fait, les ouvrages que tu as donnés, ce sont vraiment les tout premiers, hein, Lao Tzu, Zhuangzi. Est-ce qu'il y a eu par la suite des influences des courants taoïstes qui se sont développés
après, c'est-à-dire à partir du 3e, 4e siècle, tous ces courants révélés, etc. Oui. Et si oui, quel chemin ont-ils pris? Oui. Au fait, les plus premiers ce sont les taoïstes philosophiques. Ça, c'est important pour certaines conceptions qui frappent l'imagination, donc pour la quintessence. Pour des références taoïstes, c'est plutôt, il faut penser à des poètes comme de la dynastie des Tang, comme Li Bei ou d'autres, qui étaient fortement influencés ou qui font des références, et cela aussi. Et on a bien sûr aussi les autres textes, mais là je n'ai pas les noms, je dois avoir... en japonais, c'est le Mumonkan, la porte sans la porte. Il y a aussi les textes de Rinzai, donc Linji, qui avaient été... réceptionné à travers les poèmes de Ikkyu. Donc là, avec ces textes-là, on est déjà dans ce qu'on appelle le Chan. Par exemple, il n'y a pas eu il y a eu tout ce développement d'un taoïsme religieux avec aussi énormément de textes finalement. Hein. Oui, oui. Mais au fait... Cet aspect-là va être un peu écarté parce que je ne veux pas dire qu'il est trop proche du shintoïsme, mais les Japonais avaient déjà une sorte de religion animiste ou proche de la nature, et de ce fait-là, il ne fallait pas pour la classe guerrière quelque chose qui pourrait éventuellement ressembler au Shinto. Le Shinto était toujours associé à la famille impériale. Les guerriers s'opposent un petit peu à cela. Et donc, dans la construction de la légende ou la conception philosophique religieuse du Japon, on garde les anciens croyances. Si on fait maintenant intervenir plus, à mon avis, de la mythologie ou de la conception du taoïsme religieux, dans ce cas-là, on met en danger d'une certaine manière ses propres sources ou ses propres conceptions. Je pense que c'est plutôt pour dire on va se définir autrement, parce que par nature les Japonais sont probablement beaucoup plus religieux ou plus portés vers une conception d'approche religieuse que peut-être les Chinois qui sont plus pragmatiques. Ça, c'est une question. Hein, donc. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres. Donc ici, un certain nombre de livres, références, surtout celui-ci, Unraveling Zen's Red Thread, était très bien. Vous avez tout plein d'autres sources. Je regarde. Ici, Ikkyu and the Crazy Cloud Anthology, ça c'était la version anglaise que j'ai citée. Un grand nombre de ces ouvrages, disons plus académiques, se trouvent aussi sur Internet. C'est-à-dire, si vous voulez trouver les poèmes et leur traduction, vous ne les trouvez pas isolés, un peu par-ci, par-là, mais il faut télécharger le PDF de la dissertation et tout. On peut le faire gratuitement. C'est assez intéressant, et un certain nombre d'autres sources aussi. Ici, celui qui était assez connu pour sa version, Stephen Burke, est un poète, mais il ne maîtrise pas le chinois. Donc il a lu différentes traductions et fait quelque chose d'assez prégnant. Certains disent que c'est pas mauvais, c'est assez particulier. Donc si vous voulez regarder des choses vraiment qui sont encore mises sur le point, ça c'est intéressant de voir. Et plusieurs récentes de Steiner, un russe, traduction aussi, qui avait été publiée dans les temps, mais qui travaille là-dessus déjà depuis les années 80. Voilà, je pense que la dernière minute commence maintenant. Il y a probablement encore un cours après ou quelque chose, ou non? Non, ah, il va nous rester 5-10 minutes s'il y a des questions pendant le public, mais avant toute chose, je propose qu'on remercie M. T pour sa conférence. Merci. Merci.